Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités en vos rangs et titres, chers compatriotes, je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation pour ce point de presse consacré à l'examen de la situation politique, économique et sociale de notre pays, la République démocratique du Congo. En ma qualité d'opposant républicain et membre du bureau du Sénat, il est de mon devoir de parler avec responsabilité, objectivité et patriotisme dans l'intérêt supérieur de la nation. Mesdames et messieurs, notre pays traverse certes une période particulièrement complexe, marquée à la fois par de nombreux défis sécuritaires et par des avancées qu'il convient de reconnaître avec honnêteté républicaine. Sur le plan diplomatique, les efforts du gouvernement ont permis de maintenir la question de l'agression contre la République démocratique du Congo au cœur des préoccupations internationales, tandis que la bravoure et la résistance des FARDC et des vaillants combattants Wazalendo ont contribué à contenir les forces hostiles, soutenues militairement et financées par le Rwanda et son président, M. Paul Kagame. Sur ces chapitres, nous reconnaissons en tant que patriotes le mérite du président Félix Antoine Tshisekedi d'avoir identifié et nommé pour la première fois de manière ostentatoire Urbi et Orbi, le véritable instigateur, le commanditaire de l'agression de notre pays, M. Paul Kagame. C'est ici l'occasion de rendre un vibrant hommage à tous les militaires et Wazalendo tombés sur le champ d'honneur, ainsi qu'aux populations civiles victimes de cette guerre injuste imposée à notre pays, en leur mémoire, et à celles des victimes de la maladie à virus Ebola, qui sévit depuis quelques semaines. Je sollicite que nous puissions observer une minute de silence. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, parlant de la réapparition de cette énième épidémie de la maladie à virus Ebola, j'exhorte nos compatriotes à faire preuve davantage de vigilance et à observer scrupuleusement les consignes édictées par les autorités sanitaires en vue d'en prévenir la propagation. Sur le plan du développement, les programmes de développement local de 145 territoires, PDL 145T en sigle, a favorisé la réalisation d'infrastructures de base dans plusieurs zones rurales. La gratuité de l'enseignement primaire et celle de la maternité constituent également des réformes sociales majeures ayant favorisé l'accès à l'éducation et aux soins de santé des mères et enfants. Au niveau économique, malgré les effets de la guerre et des crises internationales, l'économie congolaise fait preuve de résilience grâce à une meilleure mobilisation des recettes publiques, aux investissements des infrastructures et à l'accès de la République démocratique du Congo au marché international des capitaux à travers l'eurobond, renforçant ainsi ses capacités de financement et sa crédibilité économique. Enfin, la qualification des léopards
pour la Coupe du monde de football, 52 ans après l'exploit de 1974, ainsi que les rayonnements internationaux des artistes congolais, illustrent le retour progressif de la RDC sur la scène mondiale. Ces succès constituent une source de fierté nationale, d'unité et d'espoir pour l'avenir du pays. Cependant, en dépit de ces avancées encourageantes, nous demeurons profondément préoccupés par la persistance de la pauvreté, l'augmentation continue du coût de la vie, le chômage massif des jeunes, la recrudescence de la corruption et des détournements des deniers publics, ainsi que par la montée du banditisme urbain, singularisé par le phénomène Kuluna qui nous expose tous. À cela, il faut ajouter les difficultés croissantes de mobilité liées aux embouteillages devenus chroniques dans les principales agglomérations du pays, particulièrement à Kinshasa, Matadi et Lubumbashi, ainsi que les inégalités sociales persistantes qui continuent de fragiliser les conditions d'existence de nos compatriotes et de freiner les aspirations légitimes de la population au mieux-être. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'opposition républicaine à laquelle j'appartiens n'est pas une opposition de destruction, ni de haine. Elle est une opposition responsable, attachée aux valeurs démocratiques, à l'unité nationale et à la stabilité des institutions. Mon rôle n'est pas de nier systématiquement des avancées enregistrées, mais plutôt d'alerter, de proposer et de contribuer à l'amélioration de la gouvernance publique. J'estime que la cohésion nationale demeure aujourd'hui une exigence fondamentale face aux menaces sécuritaires qui pèsent sur notre pays. C'est pourquoi j'appelle l'ensemble de la classe politique congolaise à éviter les discours de division, les surenchères inutiles et les manipulations susceptibles d'affaiblir davantage la nation au moment où nos populations de l'Est continuent de souffrir. Je réaffirme également mon soutien indéfectible à nos forces armées de la République démocratique du Congo et aux combattants Wazalendo, ainsi qu'à toutes les initiatives visant à restaurer définitivement la paix, l'autorité de l'État et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Face aux défis actuels, j'ai formulé les recommandations suivantes. 1. Renforcer davantage les capacités opérationnelles et logistiques des forces armées de la République démocratique du Congo afin de garantir une réponse durable face aux menaces sécuritaires. 2. La ratification diligente par la partie congolaise des accords de coopération économique et sécuritaire conclus avec les États-Unis d'Amérique afin d'en assurer la mise en œuvre effective en vue de consolider le retour de la paix dans l'Est du pays et de favoriser l'afflux massif des investissements étrangers. 3. Accélérer l'exécution effective du programme PDL 145 territoires pour que leurs populations ressentent concrètement les effets du développement. 4. Consolider les acquis de la gratuité de l'enseignement et de la maternité en améliorant les mécanismes de financement et de contrôle. 5.
Intensifier la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. 6. Mener une lutte implacable contre le banditisme urbain afin de restaurer durablement la sécurité publique et la quiétude des citoyens et offrir plus d'opportunités d'emploi aux jeunes. 7. Favoriser un climat politique apaisé fondé sur le dialogue républicain, le respect des institutions et des libertés démocratiques. 8. Placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des ambitions individuelles et des calculs politiques. Mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, s'agissant du débat relatif à la réforme constitutionnelle projetée dans notre pays, l'Alliance des démocrates humanistes, ADH en sigle, tient à exprimer sa position avec responsabilité, sérénité et hauteur de vue. La Constitution, en tant que loi fondamentale de la République, c'est que notre sagesse populaire exprime si bien en lingala par l'expression Mobeko Likonzi, constitue le socle sur lequel repose l'organisation de l'État, le fonctionnement des institutions de la République, ainsi que la légitimité des animateurs de ces institutions. Dès lors, la décision du toucher, soit pour la modifier ou non, soit pour la remplacer ou non, ne peut relever des états d'âme des uns et des autres, encore moins des passions partisanes ou des calculs politiques des circonstances. Il s'agit d'une question vitale pour la nation, dans la mesure où les nouvelles options qui pourraient y être introduites sont susceptibles soit d'ébranler les fondements de l'État, soit au contraire de les renforcer durablement. Pour sa part, l'Alliance des démocrates humanistes considère qu'aucune constitution ne saurait être figée dans le temps. Toute constitution est appelée à évoluer afin de s'adapter aux mutations politiques, économiques, sociales et culturelles de la société qu'elle régit. À cet égard, il convient de rappeler qu'en 20 ans d'existence, la Constitution du 18 février 2006, actuellement en vigueur, celle-ci, a déjà subi une révision. Celle opérée en 2011 par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution. Il n'y a donc pas de mystère si l'on envisageait de la modifier une fois encore. Pour rappel, cette réforme de 2011 a concerné les 8 articles suivants. L'article 71, qui prévoyait l'élection du président de la République à la majorité absolue, a été révisé pour prévoir son élection qu'à la majorité simple de suffrages exprimés. 2. Article 110 a institué les droits pour le député national, les sénateurs et le député provincial de retrouver son mandat après l'exercice d'une fonction politique incompatible. 3. L'article 126 prévoit l'ouverture par le gouvernement des crédits provisoires dans le cas de renvoi au Parlement par le président de la République pour une nouvelle délibération du projet de loi des finances. 4. L'article 149
supprime le parquet dans l'énumération des titulaires de pouvoir judiciaire. 5. L'article 197 accorde au président de la République les pouvoirs de dissoudre une assemblée provinciale en cas de crise grave et persistante. C'est après concertation après les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. 6. L'article 198 accorde au président de la République le pouvoir de relever un gouverneur de province de ses fonctions en cas de crise grave et persistante après concertation avec le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. 7. L'article 218 donne au président de la République le pouvoir de convoquer les référendums. 8. Enfin, l'article 226 transfère à la loi la compétence de fixer les modalités d'installation des nouvelles provinces citées à l'article 2 de la Constitution. Donc, nous reconnaissons ce qui précède que notre Constitution a déjà été révisée ou modifiée. Il n'y a donc pas de tabou. De ces 8 articles, je retiens 2 points majeurs. 1. Cette révision de la Constitution a donné au président de la République le pouvoir de révoquer un gouverneur de province en cas de crise persistante qui menace le fonctionnement régulier des institutions provinciales. Je reste encore la première victime de cette révision, parce que j'ai été révoqué par le président Kabila. Avant cette constitution, la version originelle de 2006, le chef de l'État n'avait pas le pouvoir de révoquer un gouverneur. Avec la révision, le constituant lui a donné ses pouvoirs. Deuxième point, nous sommes passés d'une présidentielle de 2 tours à un seul tour. Le président de la République étant désormais élu à une majorité simple, c'est au niveau de l'article 71. Et cette réforme ou cette révision était l'œuvre de PPRD et de regroupement FCC. Il n'y a pas lieu de faire trop de débats quand il faut réfléchir sur la modification, la révision, la réforme de la Constitution. Mesdames et messieurs, distingués invités, ceci démontre que l'adaptation de la Constitution aux réalités du moment n'est ni une nouveauté ni un tabou dans notre ordre juridique. L'expérience comparée des grandes démocraties du monde confirme d'ailleurs cette réalité. Qu'il s'agisse de l'Inde, de la France, de la Belgique, de l'Allemagne ou encore des États-Unis d'Amérique, toutes ces grandes nations ont procédé à de multiples réformes constitutionnelles afin d'adapter leurs institutions aux exigences de leur époque. L'Inde l'a fait 105 fois depuis 1950. La France, 25 fois. La Belgique, 65 fois depuis 1831. Et l'Allemagne, 68 fois depuis 1949. L'ADH, mon parti politique, estime que le débat sur une éventuelle révision de la Constitution doit être abordé avec sérénité, responsabilité et patriotisme, loin des passions et des procès d'intention. La véritable question n'est pas de savoir si la Constitution peut être révisée ou changée. La véritable question est de déterminer quel type de changement serait susceptible de renforcer davantage la démocratie, l'unité nationale, la bonne gouvernance et le développement de notre pays. À ce titre,
l'ADH soutient notamment 1. La révision de l'article 10 de la Constitution qui institue malencontreusement le caractère exclusif de la nationalité congolaise, excluant injustement nos compatriotes de la diaspora, c'est-à-dire les Congolais d'origine qui habitent à l'étranger et qui ont dû acquérir les nationalités étrangères par contrainte. Le cas des joueurs binationaux qui font aujourd'hui la fierté de la République démocratique du Congo, en portant haut et fort les couleurs nationales sur la scène sportive internationale, devrait nous interpeller et nourrir notre réflexion sur notre rapport à la nationalité et à l'identité nationale. 2. Le changement de l'appellation de notre pays afin de mettre un terme à la confusion récurrente entre les deux États portant le nom Congo. À cet égard, nous préconisons un retour à l'appellation Zaïre, dans la mesure où la Constitution ne consacre pas la dénomination Congo-Kinshasa, couramment utilisée pour distinguer notre pays de la République sœur du Congo. Une telle réforme permettrait de doter notre pays d'une identité dénominale claire et sans ambigu sur la scène nationale et internationale. 3. La réforme des articles 104 et 198 de la Constitution en vue d'instaurer l'élection des sénateurs et des gouverneurs de province au suffrage universel direct au niveau des territoires et villes de la province afin de renforcer les légitimités démocratiques et d'éviter les allégations de corruption tant décriées lors de leur élection par les assemblées provinciales. L'élection au suffrage universel direct est d'autant plus avantagée car elle permettra aux candidats sénateurs et gouverneurs de sillonner toute la province et de découvrir les besoins réels de population. En somme, l'évolution du contexte politique, économique et social du pays justifie pleinement l'engagement d'une réforme constitutionnelle destinée à adapter les institutions et la loi fondamentale aux exigences et aux défis de notre époque. Mesdames et messieurs, fidèle à son idéal de paix, d'unité nationale, de démocratie et de progrès social, l'ADH réaffirme son attachement à l'intangibilité des frontières de la République et à la stabilité de ses institutions. Elle appelle l'ensemble des forces politiques et sociales à participer sans exclusion à un débat républicain, serein et constructif sur l'avenir de nos institutions. Cela étant, notre ambition n'est pas de servir des intérêts particuliers, mais de contribuer à l'édification de l'État plus moderne, plus efficace et plus proche des aspirations profondes du peuple congolais. C'est dans cet esprit que nous considérons que la réflexion sur la réforme constitutionnelle comme une opportunité de consolider la paix, de renforcer la démocratie, de promouvoir la bonne gouvernance et d'accélérer le développement de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, telle est notre position face à l'actualité en général et plus particulièrement à l'actualité politique nationale, marquée ces derniers temps par la perspective d'une éventuelle réforme constitutionnelle. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.